Bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec GFI Informatique, éditeur et intégrateur de solutions spécialisées pour le secteur public. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la gestion de l'eau à l'heure de la transformation digitale. Pourquoi ce sujet? Nous savons tous et toutes que le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie et dans la plupart des secteurs, et celui de l'eau n'échappe pas à la règle. Vous avez probablement entendu parler de télérelève, de capteurs pour détecter les fuites, de vidéoprotection, des usines d'eau potable, de centres d'hypervision, etc. C'est toute la chaîne de la valeur de l'eau qui est impactée par la transformation digitale, avec des bénéfices, mais aussi des risques et des interrogations. Donc, c'est pour tenter de répondre à ces questions et à toutes celles que vous allez nous poser par écrit. Deux intervenants sont ici pour partager leur expérience. Donc, je vous présente Caroline Lucas-Leblanc. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, à la direction des services techniques. Vous y êtes responsable d'un service qui comprend 3 pôles, performance réseau, système d'information et contrôle technique de la délégation. En effet, le CEDIF a confié l'exploitation du service public de l'eau à un délégataire, en l'occurrence Veolia Eau d'Île-de-France. Avant d'intégrer le CEDIF, vous avez travaillé en collectivité pendant 8 ans, en région puis dans une commune. Vous avez donc une bonne appréhension des attentes, aussi bien des communes que des usagers. Vous êtes ingénieur de formation et avec un parcours métier très varié, donc ce qui vous permet d'avoir aussi une vision concrète des métiers de l'eau pour les 3 pôles que vous supervisez. Notre second intervenant est issu du monde du numérique, Jean-Luc Salaberry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département numérique à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités locales concédantes et régies. Vous êtes vous-même ingénieur des télécommunications, formé à l'école des mines IMT Lille-Douai. Et vous êtes en poste à la FNCCR depuis 8 ans. Parmi vos expériences antérieures, je cite chargé de mission communication électronique à l'agglomération du Grand Angoulême. C'est ça. Je m'appelle Carole Rapp, je suis journaliste spécialisée en environnement et membre du réseau Service Public, qui est un réseau de journalistes et animateurs qui ont une bonne connaissance du secteur public. Alors, juste avant de passer la parole à nos 2 intervenants, je rappelle aux internautes qui nous écoutent et qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions par écrit tout au long de la webconférence. Donc, il vous suffit d'utiliser la fenêtre questions qui s'affiche dans l'interface GoToWebinar et ça va être sur la droite de votre écran. Voilà, donc nos intervenants Caroline Lucas-Leblanc et Jean-Luc Salaberry feront leur possible pour y répondre, soit au cours de la webconférence, soit à la fin, parce qu'on va avoir une petite session de questions-réponses aussi à la fin. Donc, je vous invite à rester connectés jusqu'au bout. Et sachez aussi que cet événement donnera lieu à un enregistrement, donc avec un lien qui vous sera envoyé par replay et également le support de présentation. Donc, entrons dans le vif du sujet avec Caroline Lucas-Leblanc du CEDIF. Pouvez-vous nous expliquer comment s'organise la gestion de l'eau au CEDIF et l'impact du numérique? Donc, je vais d'abord vous présenter ce qu'est le CEDIF, donc le syndicat des eaux d'Île-de-France. Donc, le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est une collectivité d'abord. On regroupe 150 communes qui nous ont délégué leurs compétences distribution d'eau et auxquelles on a adjoint donc la compétence production, transport et également donc la partie facturation de l'eau aux usagers. Ça a été créé, le syndicat des eaux d'Île-de-France a été créé en 1923. Donc on est une maison qui est assez ancienne mais qui a pour ambition de rester moderne et innovante. Donc, c'est pour ça qu'on a développé beaucoup de réflexions autour de la numérisation. Et on regroupe 4,6 millions d'usagers pour à peu près 600 000 abonnés, avec un service qui a été délégué à une entité Veolia, qui est une entité spécifique, donc on appelle une société dédiée, Veolia Eau d'Île-de-France. Nos principales infrastructures, donc pour dresser le portrait du CEDIF. Donc, on compte 600 000 compteurs qui sont tous télérelevés. Donc, c'est déjà une première création de données.
numérique, 8700 conduites sur lesquelles on a positionné 1700 capteurs prélocalisateurs de fuite et 200 capteurs de qualité et de pression. On distribue à peu près 780 000 m3 d'eau par jour grâce à 3 usines superficielles qui se trouvent sur la Seine, l'Oise et la Marne, donc les 3 principales rivières qui passent sur la région proche parisienne, et 4 usines de traitement souterrain. Tout ça est soutenu par plusieurs réservoirs, donc 78 réservoirs et 45 stations de pompage. Donc notre ambition aujourd'hui, elle est de connaître notre architecture hydraulique, ce qui fait le service de l'eau, de la ressource jusqu'au consommateur, ce qui suppose un certain nombre de données. 600 000 compteurs télérelevés sur 4,6 millions d'usagers. Oui. La zone que l'on couvre, donc l'approche banlieue parisienne, est très dense, donc il compte énormément d'immeubles. Donc on n'a que 600 000 compteurs relevés et les gens habitant un immeuble, ils ont un compteur divisionnaire, ce qu'on appelle, qui leur permet de connaître leur consommation individuelle, mais on relève le compteur de pied d'immeuble. D'accord. Donc la digitalisation dans la gestion de l'eau. Voilà. Donc pour nous, la digitalisation s'est posée en fait assez tôt, puisque en ayant 1700 prélocalisateurs de fuite, 200 capteurs de qualité sur le réseau, ça fait déjà énormément de données. On a des usines qui produisent beaucoup d'eau et sur lesquelles on a des postes de commande dépostés, c'est-à-dire qu'on n'a plus de personnel en usine la nuit. Ça veut dire qu'il faut traiter des données. Déjà, il faut les produire et les traiter. Donc, il fallait absolument qu'on réfléchisse à cette idée de digitalisation, de numérisation. Et on a réfléchi depuis une bonne dizaine d'années au sujet, un peu plus. Et aujourd'hui, on est à peu près en mesure de voir quelles sont surtout les nécessités en termes de gestion du service de l'eau, les atouts et les contraintes. Donc, je vais un peu balayer cette partie-là. Donc, la première nécessité, elle est arrivée avec ce que j'appelle moi le règne de l'information. Le règne de l'information, elle nous est à la fois imposée par nos usagers qui ont envie de savoir ce qui se passe dans la rue quand on fait des travaux, ce qui se passe quand ils n'ont plus d'eau à leur robinet, qui veulent avoir aussi leur facturation régulière ou leur consommation sur leur espace client. Donc on a voilà, une sorte pas de dictature de l'information, mais on a une forte demande et un besoin. Les gens veulent savoir, comprendre en temps réel. On a aussi, on s'en rend compte, on est une vieille maison, 1923. Nos opérateurs techniques ne vivent pas aussi longtemps que le CEDIF. Ils tournent, ils partent à la retraite, ils sont remplacés. Ils ont un savoir, et ce savoir, il fallait absolument le capitaliser sous un format numérique. Je vous disais, les usines sont dépostées la nuit, donc ça veut dire qu'il faut qu'on crée, nous, des algorithmes derrière qui soient capables de suppléer à l'absence de l'humain, du technique, pour pouvoir faire fonctionner les usines, créer des alarmings automatiques, etc. Déposter la nuit, ça veut dire qu'il n'y a personne en poste pendant la nuit. Il n'y a personne en poste de la nuit. Voilà. On a un technicien d'astreinte qui arrive s'il y a un alarming, mais il n'y a personne sur place 24/24. D'où le besoin d'avoir des informations qui arrivent quand même. D'où le besoin de traiter, de créer une information fiable et de la traiter derrière avec des outils. Ensuite, on a aussi tout ce qui est indicateurs, les indicateurs qu'on connaît qui sont réglementaires sur le rendement du réseau, les indicateurs mis en place par la FNCCR, l'établissement de Jean-Luc. Par exemple, quel genre d'indicateurs? Les indicateurs, ça peut être la part de votre réseau qui est en acier, la part du réseau qui est en béton, la part du réseau qui... Donc ça veut dire, ça suppose une connaissance. Et une connaissance qu'on soit capable de capitaliser, enfin bancariser à un moment donné pour faire des calculs. Parce que si tout ça, on l'a que sur du papier, c'est bien, mais on passe des heures à faire des calculs, alors que si on arrive à les rentrer, ne serait-ce que dans un logiciel Excel, ce qui est déjà une forme de numérisation, on arrive à sortir des calculs assez automatiques. Pardon, bancariser vos connaissances. Bancariser, c'est stocker. Stocker, mettre en banque. D'accord, mettre dans une banque de données. Mettre dans une banque de données. Très bien. Et par ailleurs, la donnée appelle la donnée, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à avoir des données sur un secteur, vous avez forcément envie d'en avoir sur d'autres secteurs ou de croiser cette information, de la transformer, d'en faire une autre information. Donc c'est ce que moi j'appelle la donnée appelle la donnée et c'est ce qui crée aujourd'hui le big data.
C'est-à-dire que, par exemple, d'un nom et d'un prénom d'un consommateur, vous allez avoir sa consommation, mais vous allez aussi avoir sa fuite, vous allez avoir du coup l'intervention du technicien. Tout ça, ça s'enrichit et on crée de la donnée en permanence. D'accord. Et l'IoT, c'est l'Internet des objets? L'IoT, c'est les objets connectés. Voilà, c'est des capteurs qu'on a sur les réseaux, c'est les modules de télé-relevés, c'est les objets, ce qu'on appelle les objets connectés ou les objets intelligents qui créent de la donnée. D'accord. Alors là, j'ai parlé beaucoup de données. Et en fait, la donnée en elle-même, elle est créée, mais elle n'a pas de valeur en tant que donnée. Elle n'a de valeur que par l'usage qu'on en fait. Donc, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le dépostage en usine. Donc, le fait de ne plus avoir un technicien qui soit d'astreinte, enfin, qui soit en tout cas présent physiquement sur l'usine. C'est vrai que c'est des postes pénibles, hein, de travailler de nuit. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et donc, grâce à la donnée qu'on connaît sur le fonctionnement des usines, on permet d'améliorer le travail en n'ayant plus de postes de nuit, mais ça ne nous exonère pas d'être responsable de ce qui se passe dans cette période-là et de continuer à produire de l'eau. Donc c'est vraiment l'usage en fait. La valeur de la donnée, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est ce qui nous, pour moi, il y a 3 usages qui sont principaux. C'est ce que je vous ai mis, c'est connaître, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur mon réseau, sur mon usine, savoir pourquoi il se passe ça et être en capacité ensuite de l'utiliser, donc maîtriser et décider. Donc un exemple alors sur la production de l'eau? Voilà, un exemple sur la production de l'eau. Pourquoi on a poussé la numérisation chez nous? C'est parce que le service public de l'eau potable, c'est un service qui est 24/24, 7/7. 24 heures sur 24, pendant 7 jours sur 7. On n'est pas dans un pays où on coupe l'eau le lundi et le mardi, ou tous les jours de 19h à 22h. Ça veut dire qu'il faut la produire en permanence et de la bonne qualité et de la bonne quantité. Pour ça, il faut superviser nos usines, il faut savoir ce qui s'y passe. Si on a une pollution sur une rivière, il faut être en capacité d'aller mettre en fonctionnement une autre usine plus forte. Et tout ça, c'est des interrelations. C'est j'ai pris une donnée qui est sur ma pollution de rivière, je la transforme en savoir et j'en fais quelque chose. Donc c'est le deuxième point, aussi identifier les dérives de fonctionnement. Ça nous permet de savoir que sur telle usine, on va avoir un problème et on passe sur une autre usine où il faut qu'on change une pièce, il faut qu'on change une pompe, on anticipe. Et du coup, on pilote la performance, notamment la performance des usines, c'était l'exemple que je donnais, mais aussi du réseau. De la même manière, une casse importante sur un réseau, sur une commune, il va falloir qu'on tout de suite qu'on sache si on peut alimenter nos usagers d'une autre manière, combien ils sont aussi à être victimes de cette casse, parce que si on ne peut pas les réalimenter, il va falloir distribuer des bouteilles d'eau. Donc il faut connaître le nombre de personnes qui sont impactées. Est-ce que c'est plutôt des immeubles? Est-ce que c'est plutôt des maisons? C'est pas la même chose de distribuer des bouteilles d'eau sur des pas de porte ou de devoir les monter au 10e étage parce qu'il y a des personnes âgées qui en ont besoin. Donc on pilote tout ça, on pilote aussi la qualité. Et finalement, c'est aussi pour être plus vertueux dans notre façon de produire, puisque produire de l'eau dans des usines aujourd'hui de traitement, on sait tous que voilà, l'eau des rivières n'est pas l'eau la plus propre qui soit, donc ça nécessite un certain nombre de traitements qui nécessitent de l'énergie et un certain nombre de produits. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est le chlore, par exemple. Tous ces produits-là ont un impact sur l'environnement, l'énergie qu'on utilise aussi. Et une des ambitions du CEDIF, c'est d'être un service zéro carbone. Et donc, vous pouvez diminuer ces consommations d'énergie et de produits chimiques grâce à des outils numériques? Tout à fait. Les outils numériques nous permettent aujourd'hui, en tout cas la compilation de données et les algorithmes qu'on met derrière, nous permettent de savoir que sur telle usine, on est obligé de consommer beaucoup d'énergie pour produire de l'eau, donc on va la ralentir pour passer sur une usine où on a besoin de moins d'énergie. Parce que l'eau est peut-être plus facile à traiter sur telle usine, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est la donnée en elle-même, c'est de la donnée, ça reste juste une matière. La valeur de la donnée, c'est l'usage. Donc en dehors de l'usage, c'est très bien de savoir ce qui se passe sur une usine, sur son réseau. Mais un des atouts qu'on a trouvé nous à la numérisation et surtout aux outils qui sont derrière la numérisation, c'est de permettre de croiser tous les usages. Tout à l'heure, je disais, voilà, on produit sur l'usine et puis on a notre réseau avec des fuites.
Puis derrière, on a les clients qui, eux, ont besoin de savoir s'ils ont de l'eau ou pas. Tout ça, en fait, l'information et la façon dont on la produit et dont on la gère, nous, et dont on l'intègre, nous permet de croiser. C'est-à-dire que chaque métier n'est plus isolé dans sa bulle métier. On en fait une information commune, partagée, qui nous permet d'avoir un pilotage complet du service public de l'eau. C'est-à-dire qu'on a une vision de la ressource jusqu'au consommateur. Et donc c'est pour ça que je mettais les 3 bulles, les outils qui nous sont le réseau et les usines, les processus, donc la production en usine, le transport dans les réseaux, la distribution jusqu'au consommateur, puis la facturation, et puis les enjeux politiques, parce que finalement on est une collectivité, et en tant que collectivité, on se doit de fournir le meilleur service à nos usagers, et nos élus nous le rappellent régulièrement, il faut que ce soit à un juste prix, avec une qualité maximum et un service au public. Nous sommes des services au public. Et comment ça se passe au niveau des métiers maintenant? Alors, au niveau des métiers, on communique en permanence. Typiquement, les usines, dans chaque usine se trouve un centre de pilotage qui pilote à la fois la partie production propre de l'usine, mais aussi le réseau de distribution qui est dépendant de l'usine, et donc les réservoirs. Donc là, vous avez tous ces maillons sont reliés entre eux au centre du pilotage, et par-dessus vient se mettre une brique supplémentaire, ce qu'on appelle le centre d'hypervision, qui lui concentre tout ce qui remonte des 3 centres de pilotage des usines, et en plus, donc, en plus de la brique production, distribution, qualité de l'eau dans les réseaux, y adjoint la partie clientèle, maîtrise des risques et indicateurs de performance. Donc tout ça fait qu'entre le centre d'hypervision et les centres de pilotage, et ensuite, si on veut aller à la brique ultime, c'est-à-dire le capteur en réseau ou le compteur chez le client, on a une agrégation de la donnée pour faire dialoguer tous les métiers et obtenir finalement le service public. D'accord. Donc au niveau de la digitalisation, par rapport à l'information, maintenant, vous pouvez traiter pratiquement toute l'information, du début jusqu'à la fin. On peut quasiment traiter toute l'information. Là, c'est ce que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire qu'on part de l'instrumentation, ce que je vous disais tout à l'heure, 550 000 compteurs télérelevés, prélocalisateurs de suite, etc., des millimètres en réseau. C'est la formation du big data. Donc le niveau 0, c'est le capteur. Ensuite, vous avez la donnée qui est produite. Et derrière, nous, c'est surtout là où il y a de la valeur, finalement, c'est toute la partie calcul, corrélation, prédiction. Trouver les algorithmes qui font que si je connais ma production d'eau, ma demande en eau, disons, des 5 derniers jours, que je croise ça avec ce qui s'est passé l'année dernière, plus la température de l'air, je sais que demain, je vais avoir du street pooling, ou que demain, je vais avoir du street pooling. Le street pooling, c'est quand vous avez des bouches incendies que les gens viennent ouvrir dans la rue pour se rafraîchir. D'accord. Donc ça tire beaucoup sur le réseau et il faut être prêt. Ou alors, là, c'est ce qu'on a en ce moment, les températures baissent. Donc je sais que j'ai des casses qui arrivent régulièrement. Je sais que j'ai X% de casses de réseau qui va m'arriver en plus de mon régime habituel. Donc je suis prête, le délégataire est prêt, il a mis ses équipes en place. Ah, alors il y a une question, je vous arrête juste 2 secondes. Ouais. Quelqu'un qui se demande si vos 3 grandes usines sont interconnectées par le numérique. Alors elles sont interconnectées par le numérique via le centre d'hypervision, en plus d'être interconnectées par le réseau. Ouais. D'accord. Comme elles sont interconnectées via le réseau de distribution, on doit les interconnecter numériquement. Votre centre d'hypervision, est-ce que c'est ça qu'on appelle le cerveau? C'est ce qu'on appelle le cerveau. C'est exactement ça. Et ce qui était très important pour le CEDIF, c'est que le centre d'hypervision soit vraiment partagé complètement avec notre délégataire, qui est donc lui chargé de l'exploitation. Et donc, ce que vous voyez là à l'écran est vu par le délégataire ou en usine ou en bureau, et par mes équipes en permanence en temps réel. Donc, on a la même vision, on a le contrôle complet de ce qui se passe et la connaissance, c'est ce que je disais tout à l'heure, connaître, savoir, décider, maîtriser. Alors, vous nous donnez un exemple, s'il y a une fuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il y a une fuite, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la brique. Les briques techniques, on les a mises assez rapidement en place parce que c'était assez facile pour nous. On est des métiers techniques, on est des ingénieurs. Là, les dernières briques qu'on a mis en place, c'est la partie communication aux usagers,
qui pour nous est un métier qu'on essaie de développer depuis quelques temps. Et typiquement, voilà, j'ai mis en place des panneaux, ce qu'on appelle des panneaux de chantier connectés. Les gens passent dans la rue ou en bas de chez eux, il y a un QR code ou une puce NFC, donc une puce qui communique avec votre téléphone portable, et qui vous envoie l'info qui dit ici il y a un chantier qui va durer tant de temps, avec un arrêt d'eau prévu. Voilà, la personne qui passe, elle est informée. Et c'est la demande, hein, les gens veulent être informés. Donc, ils sont informés s'il y a un chantier, ils sont informés aussi s'il y a des fuites, c'est ça? Ils sont informés surtout s'il y a un arrêt d'eau. S'il y a un arrêt d'eau. Voilà, quand il y a un arrêt d'eau, on a fait communiquer donc, le centre clientèle avec le centre des techniciens. Donc les gens qui interviennent sur le terrain ont une tablette. Ils disent voilà, moi je veux faire un arrêt d'eau du numéro 1 au numéro X de la rue machin, de telle ville. Ça envoie directement ça communique SMS ça communique avec le centre clientèle qui récupère les numéros de téléphone des gens qui habitent sur ce tronçon-là et les gens reçoivent un appel téléphonique, un SMS et on pousse également un message Facebook que les gens peuvent consulter puisque tout le monde n'est pas forcément chez soi. C'est ça. Alors, il y a une autre question sur justement, est-ce que l'usager peut bénéficier aussi d'un accès numérique pour connaître sa consommation en temps réel? Oui, alors c'est l'un des avantages de la télérelève justement, c'est d'avoir sur les espaces clients mis en place une possibilité de consultation de sa consommation et également des paramétrages de consommation, ce qui fait que les gens peuvent recevoir des SMS de surconsommation. D'accord, mais par contre, tu ne peux pas consulter en temps réel sa consommation. Ils consultent, alors le télérelève... Via une application. Alors, ce n'est pas via une application mobile, ça va être via l'espace client et on est en train de réfléchir là à passer l'espace client également en application mobile avec un chatbot, etc. D'accord. Mais par contre, quand on est en immeuble, on ne peut peut-être pas connaître sa consommation. Il faut être un abonné. Il faut être abonné. Donc, soit en individuel. C'est ça. D'accord. Donc, les points de vigilance, oui, ça, il en faut. Voilà, les points de vigilance. Tout à l'heure, je disais la slide s'appelait nécessité, atout et contrainte. Le numérique, c'est aussi de la contrainte. La première, c'est la compétence technique. Elle est aujourd'hui assez présente dans les grands groupes de l'eau, que ce soit Veolia, Suez, Accor, etc. En termes de services publics, ça commence à arriver et il est très 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 important que le service public se développe sur ses compétences parce qu'on digitalise de plus en plus les process métiers, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, et donc on crée de la donnée, et cette donnée, il faut qu'on arrive à la piloter ensemble, déléguant entreprises de l'eau privée et services publics, parce qu'on y a tous de la création de valeur, ne serait-ce qu'en indicateur d'activité, de suivi, de performance. Il faut qu'on maîtrise les algorithmes, il ne faut pas qu'ils nous soient imposés par nos délégataires. Dans mon cas, je suis en DSP, donc il faut que ce soit vraiment le service public qui garde la maîtrise de ce qu'on doit en faire. On parlait tout à l'heure stockage, bancarisation. On parle beaucoup de cloud. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers les clouds. On reste des services publics français. Il faut qu'on prenne garde à ça. Il faut qu'on développe beaucoup la connaissance du cloud. Aujourd'hui, le cloud est majoritairement américain. Attention, qui dit big data dit stockage. C'est pas facile d'avoir des serveurs, mais le cloud, voilà, soyons très vigilants là-dessus. La capacité d'analyse des traitements et la réversibilité. C'est très très important, ça rentre en compte avec le format des données et l'accessibilité. Le service public doit être en maîtrise totale des données qu'il produit dans le cadre de son activité, qu'elles soient déléguées ou pas, de façon à pouvoir prendre n'importe quelle décision sur est-ce que je continue à déléguer, pas déléguer, est-ce que je reprends certains pans de mon activité, est-ce que je développe d'autres choses. Et ça, il faut vraiment que les services publics de l'eau aujourd'hui soient très 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 attentifs, selon moi, à ça, format des données, accessibilité, réversibilité. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais avant, on voudrait vous poser une question donc, aux internautes qui nous regardent. Alors, la question, c'est selon vous, on va un peu modifier la question, c'est selon vous l'évolution vers de plus en plus de numérique pour gérer les services d'eau potable, est-ce un atout ou une contrainte? Parce que le tout numérique, nos intervenants vous expliqueront que ce n'est pas possible. Donc, la question vraiment, c'est l'évolution vers de plus en plus de numérique pour gérer les services d'eau potable. Est-ce un atout ou une contrainte? Donc voilà, vous pouvez répondre et dans quelques instants, je vous laisse quelques secondes. Et en attendant les réponses, je vous demande une autre question pour Caroline Lucas Leblanc.
deux questions en fait, mais qui se regroupent, je pense. Le centre d'hypervision est-il la propriété du CEDIF ou du délégataire? Et la deuxième question, c'est quelle est la répartition de l'utilisation et de la propriété du numérique entre le CEDIF et les délégataires? Donc, il y a vraiment cette question-là de qu'est-ce que le CEDIF possède et qu'est-ce que le délégataire possède? Alors, cette question est très importante et elle est structurante, notamment dans le cadre d'une DSP. Nous, le choix qui a été fait, c'est que le CEDIF soit entièrement propriétaire du centre d'hypervision. C'est-à-dire que le jour où la DSP s'arrête, il faudra que le délégataire démonte le mur d'écran qui se trouve chez lui et nous le redonne. Mais le mur d'écran et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les algorithmes, les données, etc. Le serveur physique sur lequel sont stockées les données appartient au CEDIF. Voilà. Donc les données sont au CEDIF, l'outil est au CEDIF, les développements sont au CEDIF. Tout ça est très structuré dans le contrat de DSP. D'accord. Merci. Donc la réponse au petit sondage, en fait, écoutez, l'évolution vers le plus d'outils numériques, c'est apparemment un atout pour 92% d'entre vous et une contrainte pour 8%. Nous allons explorer encore davantage ces atouts et ces contraintes de la numérisation avec Jean-Luc Salaberry. Donc, vous êtes chef du département numérique à la FNCCR. Et je vais vous demander quels sont les enjeux du digital sur la gestion de l'eau pour les collectivités. Bien sûr. Allons-y. Donc d'abord, on peut avancer, bien sûr. Voilà, d'abord la fédération, pour donner un petit peu le prisme de l'intervention, de mon intervention, c'est celui d'un fédérateur de services publics. La FNCCR est une fédération de collectivités territoriales et donc nous travaillons à accompagner ces acteurs dans la gestion des services publics, qu'ils soient de l'énergie, du numérique, de l'environnement et donc de l'eau, ou des déchets ou de l'éclairage public. Voilà. Donc une palette assez large. Maintenant, pour faire le focus sur le secteur de l'eau et du numérique, peut-être, évidemment, on a identifié que la numérisation des process des services publics, qu'ils soient dans l'eau ou qu'ils soient dans les autres domaines des services publics, c'est ce qu'on appelle plus communément appelé les smart technologies, en gros, et donc les smart territoires. Ça accompagne finalement nos collectivités dans la transformation vers des collectivités qui vont aborder les smart territoires. Donc tous nos départements se mettent en transversalité dans leurs activités, y compris d'ailleurs les aspects juridiques, et on va peut-être en parler aussi, dans la numérisation des process publics et donc ceux de l'eau. Il y a aussi des enjeux juridiques, évidemment, selon les modes de gestion des collectivités territoriales. Voilà. Nous avons lancé il y a maintenant 2-3 ans un observatoire des smart technologies et des activités des collectivités territoriales dans cette numérisation des processus. Et vous pourrez constater que parmi les indicateurs assez intéressants, l'eau potable et l'assainissement représentent à peu près déjà 51% des activités de numérisation de ces process, ce qui est vraiment relativement important. Alors souvent, c'est l'angle d'attaque de la télérelève qui a permis d'enclencher ces chiffres-là. Mais de toute façon, les réseaux d'eau ou d'assainissement sont déjà un petit peu en partie déjà numérisés. Il y a déjà beaucoup d'objets dans ces systèmes, que ce soit les usines, que ce soit le stockage, ou que ce soit la distribution, ou le transport. Il y a déjà des objets qui sont déjà connectés à travers des abonnements télécoms de toute nature. Et donc, il y a déjà un petit peu de supervision. Aujourd'hui, le phénomène est beaucoup plus massif, effectivement, avec l'arrivée de la télérelève et de l'intégration des compteurs communicants dans l'ensemble de ces dispositifs. Donc 51% de collectivités qui sont déjà engagées dans un projet de numérisation d'eau potable, mais malgré tout, ce sont quand même des situations très différentes selon les collectivités, selon les bien usages. sûr. Il y a à peu près toutes les strates en nombre
d'habitants de collectivités qui ont cette compétence, que c'est une compétence généralement qui évolue soit à la commune, soit à l'EPCI, et donc soit à la taille syndicale, qui est une taille encore plus grande que celle des EPCI. Et donc, effectivement, il y a des situations qui sont très hétérogènes. Beaucoup d'acteurs publics dans la gestion de l'eau. C'est à la fois son avantage, mais c'est aussi un petit peu son inconvénient à cette compétence. Et donc, la numérisation, évidemment, c'est plus facile lorsqu'on gère beaucoup de populations. En tout cas, on s'imagine intuitivement, on pense souvent que la numérisation a quand même plus d'avantages sur des gros volumes d'activité que sur des petits volumes d'activité. Donc, c'est un enjeu important. Des situations évidemment hétérogènes, dans aussi, et ça va au-delà de la télérelève, la gestion des données qui vont évidemment, qui sont produites par ces systèmes. Évidemment, ces systèmes produisent énormément de données, ça vient de vous être expliqué un petit peu avec beaucoup de précision, mais ça nécessite évidemment des systèmes d'information pour ensuite gérer ces données dans leur cycle de vie, à partir du moment où ils sont créés jusqu'au moment où ces données vont être peut-être supprimées ou archivées ou valorisées, peut-être même avec du big data, comme ça a été expliqué, avec des algorithmes. Eh bien, évidemment, ça nécessite des systèmes de supervision, des systèmes d'information qui ont un coût, qui nécessitent aussi des compétences. Et donc, voilà, c'est un petit peu toujours compliqué selon l'hétérogénéité, évidemment, de la taille des collectivités. L'objectif de dématérialisation totale des processus de service public, évidemment, ça c'est un enjeu aujourd'hui qui est porté par le gouvernement, avec l'idée d'essayer d'optimiser les coûts des services publics. C'est un objectif qui est fort louable, mais évidemment, dans les systèmes d'information, on a l'habitude de dire que tout ça ne peut pas se faire à budget constant. Lorsqu'on veut numériser des processus, ça coûte de l'argent. Ça fait peut-être faire des économies dans ces processus, dans la gestion de ces processus, mais ça a un coût financier. Et donc, ces objectifs de dématérialisation sont louables, mais il faut être très vigilant sur ces retours sur investissement et sur la pertinence de cette numérisation. Alors, vous parlez justement de cloud. Il y a une question là, qui nous vient d'un des internautes qui nous regarde. Les données collectées, est-ce qu'elles sont stockées sur un cloud souverain? Alors, c'était peut-être une question pour le CEDIF, mais peut-être que aussi au niveau de la FNCCR, vous avez une réponse. Où sont les données collectées, en fait? D'abord, un cloud souverain, la définition, on n'en a pas pour l'instant. On essaie à la FNCCR de définir ce qui pourrait être un cloud souverain. C'est un cloud qui, de notre point de vue, est hyper sécurisé, ce qu'on appelle des tiers 5, c'est-à-dire qu'en gros des classes 5 de cloud, de data center, mais qui sont forcément aussi localisés sur le territoire national, même si aujourd'hui, en matière de marché public, on ne peut pas imposer cette utilisation d'un cloud sur le territoire national. Ça peut être imposé d'une autre façon. Enfin bon, voilà, il y a des façons de gérer ce genre de choses. Je dirais que non, aujourd'hui, ce n'est pas globalement sur du cloud dit souverain, mais ça fait bien partie des objectifs. Il faut que les citoyens se rassurent. Les élus sont très conscients de ces enjeux-là et de la confiance. Que cette confiance-là, elle se construit justement à travers des systèmes d'information qui devront être pérennes et très, très sécurisés. Alors, très rapidement, pour le CEDIF, le cloud, il appartient à qui? On n'a pas de cloud. On a refusé que les données soient mises sur du cloud, justement. Parce qu'il n'y a pas de cloud. En fait, il existe... ce que je dis pas tout à fait vrai. On a une partie de nos données qui sont sur un cloud, qui est un cloud ultra sécurisé, qui est dédié aux aspects de loi de programmation militaire. Voilà, mais qui est reconnu par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est le seul. Et tout le reste est sur des serveurs physiques localisés en Île-de-France. D'accord. Merci, M. Salaberry. Les citoyens doivent savoir aussi que beaucoup des grands acteurs de l'eau ou de l'assainissement sont ce qu'on appelle des opérateurs d'intérêt vitaux et qu'à ce titre-là, ils sont beaucoup plus surveillés
par les services spécialisés, on va dire, dans ce domaine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de préjudice pour la population. Donc, il y a vraiment cette sensibilité aujourd'hui est réelle et donc il faut être relativement confiant. Sur les datas, c'est compliqué parce que souvent on a une multiplicité d'applications dans un système d'information qui évidemment sont des applications d'acteurs privés, des logiciels développés par des acteurs privés qui quelquefois sont sur du mode cloud. Et donc quand on récupère toutes ces données, elles sont quand même de toute façon quelque part déjà. Donc la maîtrise des données est un exercice qui est assez compliqué au sens général. Dans les SI publics de l'eau, si on fait un focus, les fragilités possibles, ça ne va pas que sur le cloud, ça peut être aussi sur les capteurs, sur les réseaux de communication électronique, sur les systèmes de commande. Ce sont des systèmes techniques de télécommunication qui sont où il peut y avoir des failles un petit peu à toutes les strates de ces réseaux. Et donc, il faut s'assurer aussi que l'ensemble de ces objets, que ce soit les objets communiquant eux-mêmes, les réseaux télécoms ou les plateformes d'application, soient sécurisés. Donc, la nécessité effectivement de bien maîtriser les systèmes d'information. Alors, il y a beaucoup de raisons. On vient de l'évoquer, il y a un intérêt à maîtriser les systèmes d'information pour garder la confiance du citoyen, d'abord pour maîtriser le service, évidemment, mais aussi pour garder la confiance du citoyen dans le service public, et c'est un élément clé du dispositif. Et puis, de cette façon, il y a aussi, c'est une façon aussi de bien gérer son argent pour les collectivités. Lorsque le prestataire est un délégataire, comme c'est le cas pour l'Île-de-France, c'est aussi une façon d'avoir un système d'information, de le contrôler et de superviser son action à lui. Pas uniquement de superviser le système de l'eau, mais aussi de superviser l'action du délégataire et de contrôler la prestation de service qui est opérée. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, lorsqu'il y a des choix différents de modes de gestion entre collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales, par exemple passer d'une DSP à un mode régie ou l'inverse, c'est aussi un élément indispensable d'avoir des indicateurs et des systèmes d'information du service de l'eau qui permettent finalement, au moment de la négociation et au moment de la passation de relais, que le système continue de fonctionner correctement sans qu'il y ait de coupure ou de dysfonctionnement qui porterait un préjudice évidemment aux citoyens. Et puis c'est aussi de l'optimisation, mais ça a été évoqué, hein, puisque le suivi des fuites permet évidemment d'optimiser, donc optimiser la gestion de l'eau, optimiser la production de l'eau, mais optimiser aussi les coûts de fonctionnement. C'est pas négligeable. Par exemple, l'analyse des consommations énergétiques de la systémique de la gestion de l'eau avec les pompes, voilà, tout ce qui consomme de l'énergie, eh bien, la capacité aussi à un système de l'eau à pouvoir faire des économies d'énergie pour une optimisation de l'eau, c'est pas négligeable, évidemment. Oui, ce qu'on a vu aussi avec le CEDIFA, essayer de faire des économies d'énergie et aussi de produits chimiques. Oui. Intéressant. Alors, la numérisation, elle peut être faite par, évidemment, un maître d'ouvrage, mais elle peut être aussi mutualisée. Et donc, nous, on préconise, lorsque cela est possible, que les collectivités territoriales mutualisent leur système d'information de manière à diminuer ces investissements nécessaires dans le numérique et à faire que, finalement, on peut à la fois mieux utiliser les services publics, qu'ils coûtent moins cher, mais que l'investissement soit modéré. Vous voulez dire qu'elle mutualise au niveau des intercos ou alors au niveau des différents services? Déjà, la façon de travailler dans le CEDIF, c'est une façon de mutualiser, puisque à partir du moment où vous avez un grand syndicat qui agglomère les compétences d'eau d'une multiplicité de communes sur un territoire, 50 communes. Voilà, eh bien, c'est une façon de mutualiser. Donc, si le CEDIF a un système d'information qui contrôle tout ça, voilà la bonne façon de mutualiser, à la fois de mutualiser le service de l'eau,
mais de mutualiser aussi le système d'information du service de l'eau. Donc c'est l'idée que, évidemment, plus on regroupe les collectivités territoriales en matière de gestion de l'eau, plus ça sera simple de passer à la numérisation. Est-ce qu'on peut externaliser un système d'information? Alors oui, on peut toujours. Nous, on n'y est pas favorable. J'ai cru comprendre que le CEDIF non plus. On n'y est pas favorable parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous avez un système complexe et que le système d'information de ce système complexe, vous l'externalisez à un acteur extérieur, vous êtes susceptible de créer une fragilité dans votre service. Alors, évidemment, on peut imaginer au début commencer par un prestataire de service qui vous qui vous crée l'activité, mais que assez rapidement, je pense qu'il faut internaliser ces systèmes d'information. En tout cas, à la FNCCR, nous, on préconise que les services publics doivent être pilotés par un système d'information interne. C'est un nouveau métier qu'il faut conquérir dans les collectivités territoriales, qui fait qu'on ne pourra pas s'en passer si on veut s'assurer que le service public reste bien un service public. D'accord. Alors justement, il y a une question d'un internaute là-dessus. La documentation et les savoirs qui sont associés au numérique, sont-ils remis par le délégataire au CEDIF, par exemple? Est-ce que le délégataire vous remet bien tout ce qui est documentation, savoir associé au numérique? Alors, contractuellement, il est obligé. Voilà. C'est pas toujours évident d'aller les chercher, en tout cas de les obtenir en temps réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour développer ce que j'ai présenté très rapidement tout à l'heure, c'est énormément de travail, beaucoup d'applications. Hein. Il y a à peu près 150 applications derrière tout ça pour faire fonctionner le service public de l'eau, qui se développent donc, sur une durée assez importante. Donc c'est un suivi fin, long, et le délégataire, lui, en tout cas, de son côté, externalise beaucoup. C'est-à-dire qu'il a un service informatique qui est à 80% réalisé par des sociétés, des SS2I. Donc, ça nécessite un suivi très important. Donc, normalement, on est en effet censé récupérer toute la documentation, DAT, DEX, etc., dossier d'exploitation, dossier d'administration. On le fait, on le pousse, c'est un travail quotidien. Et le but, c'est d'avoir après... le but, c'est de faire construire là à notre délégataire un CMS, c'est-à-dire une sorte de bibliothèque de la documentation numérique. Merci. Donc, les risques maintenant de la numérisation, M. Salaberry? Alors, les risques, on vient un petit peu d'en parler avec la question qui a été posée par l'auditeur. En fait, en réalité, il s'agit de bien s'assurer qu'on va maîtriser ce système d'information de A à Z, que ce soit à la conception, que ce soit les codes sources des logiciels, que ce soit la documentation technique, la documentation de formation. Évidemment, ces éléments-là sont importants. Les ressources aussi humaines sont importantes. Il y a souvent des ressources clés dans l'administration des systèmes d'information. Et donc, on peut récupérer un système, mais si on n'a pas les personnes qui savent bien le faire fonctionner, ça aussi, ça peut être une fragilité de la systémique. Enfin, le système lui-même, numérique, c'est beaucoup d'électronique, quoi qu'on en dise, et l'électronique, c'est toujours très, très fragile par rapport à la mécanique, beaucoup plus fragile. Donc, ces systèmes sont par nature plus fragiles, plus sensibles, plus ouverts. Il faut s'assurer qu'effectivement, ils ne sont pas attaquables. C'était un petit peu le troisième élément dans cette présentation. Les systèmes d'eau, que ce soit au niveau du capteur, que ce soit au niveau du réseau de télécommunications ou que ce soit au niveau des plateformes de données, ne doivent pas être hackés. Et donc, il faut s'assurer qu'à toutes les étapes Ah oui, mais comment on s'assure de tout ça? Alors, il y a une question justement, c'est comment la FNCCR accompagne les collectivités dans leur transformation numérique? Alors, est-ce que vous les accompagnez déjà? Comment? Oui. Et peut-être justement, si on précise au niveau de la sécurité, si ça a l'air d'être un des grands enjeux. Alors, c'est un grand enjeu, évidemment. C'est un enjeu qui a été relativement sous-estimé par les collectivités territoriales. Nous avons lancé cette année une étude, nous lançons plutôt en cette fin d'année une étude sur la cybersécurité
des smart systems, parce qu'on pense que c'est encore un des points faibles dans ce domaine. Et on a besoin d'acquérir une culture collective. Et on lance cette étude avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale des systèmes d'information sécurisés de l'État, pour essayer de voir quelles sont les préconisations minimales qu'on peut faire adopter par l'ensemble de nos adhérents pour se sécuriser sur ces systèmes. D'accord. Et alors, vous parlez également de normalisation, c'est ça? Il y a des alors, guides. Les risques, il y en a dans la sécurité, il y en a aussi, il y a des risques financiers. Il faut toujours s'assurer qu'on numérise des processus qui vont apporter un avantage, que ce soit dans le service ou ensuite sur les aspects financiers. Si vous numérisez des processus pour les numériser uniquement, ça ne suffit pas. Ça peut même être un risque que vous utilisiez beaucoup d'argent pour finalement Oui. peu de résultats. Et donc, alors, le résultat, vous le mesurez comment? C'est le rendement de l'eau c'est le rendement. Le rendement, c'est aussi la perte financière sur des sujets qui n'étaient pas suffisamment stratégiques. Et donc, sur les sujets stratégiques, vous n'avez plus d'argent pour pouvoir faire les avancées et l'innovation. Donc tout ça, c'est important. Sur la normalisation, évidemment, à partir du moment où ça produit des datas, il faut pouvoir comparer et analyser avec une vision collective ces datas. Et donc ça nécessite évidemment un enjeu de modélisation des données qui sont produites dans ces systèmes d'information. Et pour le domaine de l'eau, avec les spécificités du métier de l'eau, il faut évidemment qu'on ait des indicateurs et des modèles de données qui soient collectivement partagés. D'accord. Alors, comment évoluent justement les outils par rapport à notamment tout ce qui est transmission, j'imagine, des données? Alors, il y a les données qui sont produites par les capteurs. Les capteurs ont finalement peu de standards. Donc, c'est un des risques, évidemment, c'est que vous utilisez un capteur avec un délégataire. Et quand vous changez de délégataire, eh bien, vous êtes obligé de changer les capteurs. Donc, ça, c'est un des risques de l'outillage. Les réseaux télécoms évoluent, effectivement. Beaucoup de captation de données ou d'informations qui étaient produites dans les systèmes d'eau, on va dire anciens, étaient transmis à travers des réseaux ADSL, les abonnements Internet que nous avons tous les jours, et qui aujourd'hui basculeraient plutôt vers des réseaux d'objets connectés à travers des réseaux LoRa, Sigfox ou téléphonie mobile ou autre. Donc cette évolution, oui, mais c'est très important parce qu'effectivement les caractéristiques de ces réseaux télécoms ne sont pas les mêmes et ça permet d'avoir plus de services et plus d'usages en matière de débit Internet. On va résumer ça en débit Internet pour l'utilisation de ces systèmes. Enfin, les plateformes de données, on l'a vu, on l'a évoqué, c'est la cloudification finalement des bases de données. Ça, c'est un enjeu qu'il faut vraiment surveiller. L'auditeur l'avait évoqué. Je crois que nous, on est très attentifs à cela. Nous pensons que la cloudification doit se faire effectivement dans des data centers souverains et que si les acteurs privés ne sont pas capables de les faire ou de fournir ce service, il faudra que les services publics mettent en œuvre des data centers souverains, comme c'est le cas par exemple à Paris. La ville de Paris vient de mettre en œuvre un data center, mais il y a d'autres collectivités territoriales aussi en province qui se lancent dans la création de ce type d'infrastructure parce qu'elles auront une vraie utilité dans les prochaines années. D'accord. Et si on fait un peu de prospective maintenant, quel est le futur de l'eau et de la digitalisation dans l'eau? Ce qu'on peut dire dans la digitalisation, justement, avec la production de données, ça aussi, ça a été évoqué dans les expériences du CEDIF. En tout cas, c'est l'enjeu d'utiliser ces données pour produire une valeur ajoutée supplémentaire, produire de l'information supplémentaire, voire de l'anticipation dans le fonctionnement, dans la maintenance, et donc optimiser la maintenance un petit peu comme on le fait dans l'aéronautique, où on est capable d'analyser tous les types d'incidents et ensuite de pouvoir mettre en place des procédures de changement de pièces avant que les pannes arrivent sur ces pièces. Ça permet évidemment d'optimiser le fonctionnement et les systèmes. Ça, c'est à mon avis un des gros aspects. Évidemment, là encore, il faudra dans ces systèmes que humainement, ça ne suffit pas des data centers, il faudra qu'il y ait des experts de la sécurité informatique
dédiés probablement à la systémique de l'eau. Et ça, il pourrait être mutualisé territorialement. Et donc, les RSSI, ce sont des experts de cybersécurité, on va dire, hein, des systèmes, et que s'ils sont à la fois experts de la cybersécurité, mais en même temps experts des réseaux d'eau, à ce moment-là, on aura une vraie expertise sur le contrôle de ces réseaux. Après, puis, pour les protocoles, bon, peut-être qu'on laisse les internautes regarder le lien, non? Parce que ça a l'air un peu... J'imagine c'est pour les spécialistes. Bah, c'est pour les spécialistes. En réalité, oui et non. On comprend. OSE, c'est un opérateur de services essentiels. Service essentiel, ça veut dire un service à la population. Et à partir du moment où un système d'information d'un opérateur de services essentiels peut être attaqué, il faut qu'il ait évidemment des méthodes de travail qui soient beaucoup plus sécures que les autres domaines. En tout cas, vous allez recevoir cette présentation avec le lien, donc vous pourrez effectivement voir. Et puis, on va peut-être parler, je passe à la dernière slide, hein, sur la gouvernance des données. Alors, c'est pour faire un focus, évidemment, sur les parties orange dans le schéma où on voit le partage des données avec les délégataires, Total Général. Je dirais que ça, c'est l'urgence. C'est l'urgence. Alors, ce n'est pas l'urgence au CEDIF, vous l'avez compris, parce que le CEDIF a pris en main son délégataire, on va dire. Mais dans beaucoup de territoires, on n'en est pas à ce niveau-là. Et je pense que l'urgence, effectivement, c'est de s'assurer que les données qui sont produites dans les systèmes d'eau en délégation de services publics sont bien récupérées par ces services publics pour mieux les gérer et mieux financer finalement, mieux utiliser l'argent public dans ces systèmes. Je dirais que ça, c'est avant d'en arriver finalement à mettre en place un système d'information qui sera nécessaire, qui sera indispensable, un service d'information publique de la donnée, de l'eau, il faut déjà être capable de récupérer les données des délégataires. Et là, la loi le permet, donc n'hésitons pas. J'invite évidemment toutes les collectivités territoriales à aller dans ce sens d'activité. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a une question, on va vous poser aussi encore une petite question. Est-ce que vous pensez, donc vous qui nous regardez, si vous avez déjà mis en place des outils digitaux pour gérer votre service d'eau potable, est-ce que vous pensez aller plus loin? Voilà, est-ce que là où vous en êtes, c'est suffisant ou vous pensez encore développer d'autres outils digitaux? Vous pouvez répondre oui ou non. Et je vous laisse voilà, quelques temps. Maintenant, on va passer à une partie plus formelle de questions-réponses, même si on a déjà répondu à une partie des questions des internautes. Oui, alors, bon, la réponse à la question, en fait, tout le monde pense aller plus loin. Donc, peut-être que la question était mal posée. D'ailleurs, il y avait aussi la première question sur le côté tout numérique, où vous disiez vous-même qu'en fait, on ne peut pas demander aux collectivités d'aller vers du tout numérique. Donc, pourquoi? On ne peut pas, parce que d'abord, je l'ai évoqué, hein, ça a un coût, le tout numérique. Il y a des choses qui ne seront pas gérées numériquement. Les coûts que ça représente d'imaginer un système entièrement robotisé auraient peu de sens compte tenu du service fourni en échange. Voilà. On n'est pas dans un processus, celui de la gestion de l'eau, qui nous pousse vers le tout robotisé. Je crois qu'il faut garder un dosage de fonctionnement humain dans ces systèmes. D'abord parce que c'est un service qui touche l'humain au plus profond de lui-même. Sans eau, on ne vit pas. Il n'y a pas d'existence possible sans eau potable. Donc, pour une métropole, évidemment, pour un territoire comme l'Île-de-France, c'est un enjeu considérable, mais pour une petite commune qui se retrouve en situation aussi délicate vis-à-vis de l'approvisionnement d'eau, c'est aussi une difficulté essentielle. Donc, je crois que cette dimension humaine est très importante dans l'analyse du fonctionnement de ces systémiques. Alors, il y a justement une question qui va un peu dans ce sens-là, d'une personne qui se demande si on numérise tous les processus, si on automatise tous les processus métiers, quid du personnel?
Donc, vous avez répondu en partie. Bah oui, un petit peu, en partie. Je pense que le personnel, là où beaucoup d'acteurs pensent qu'il y a une optimisation, c'est dans la télérelève. Parce qu'effectivement, on peut penser qu'avec des compteurs communicants, on a moins besoin d'agents pour aller récupérer les informations sur les compteurs d'eau dans les immeubles, dans les maisons. Mais finalement, après analyse, hein, il faut souvent, en fonction de la taille de la collectivité, s'assurer que c'est bien réel ces gains derrière la numérisation de la télérelève. Parce que certains de nos adhérents ont constaté que finalement le retour sur investissement n'était pas si formidable que ça. Et donc ça s'analyse quand même assez finement, je dirais, au cas par cas. Voilà. D'accord. Il y a une question aussi sur la sécurité avec les réseaux des objets connectés. Vous avez, je pense, en partie répondu hein, sur voilà, comment on organise la sécurité, comment ça se passe au niveau de la sécurité de tout ce qui est objets connectés. Ben, sur la sécurité des objets connectés, c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, il faut vraiment, c'est pas que l'objet, c'est l'ensemble de la chaîne de transmission. Donc ça va de l'objet jusqu'au centre de traitement de la donnée. Il faut que l'ensemble soit crypté d'un bout à l'autre, si possible sur des liaisons sécurisées, dédiées uniquement à ça. Nous, je sais qu'on a une boucle de fibre noire qui relie les usines. Donc c'est-à-dire que c'est une boucle, c'est une fibre optique qui n'est dédiée qu'à nous, qu'à notre usage, qui nous appartient. Il n'y a personne d'autre qui l'utilise et c'est une sécurité. Quand on a multiples objets sur un réseau, il faut réfléchir, pas forcément à avoir des boucles sécurisées de ce niveau-là, mais en tout cas avoir un signal crypté de A à Z. D'accord. Il y a aussi des questions autour de ce qu'on fait des données. Par exemple, quelqu'un demande si les données récoltées seront accessibles aux citoyens et aux associations d'usagers. Et une autre personne, alors ça peut être un lien aussi, c'est se demande comment le RGPD a été pris en compte en fait. Voilà, on rejoint peut-être une autre question sur l'open data. Est-ce que toutes ces données peuvent être mises en open data? Est-ce qu'elles sont accessibles aux citoyens? Dans quel cadre? Et derrière, est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce que le citoyen est protégé par la loi sur la République numérique et le RGPD? En fait, dans le service public de l'eau, comme dans les services publics en général, on est confronté, enfin, on jongle entre la loi République numérique qui nous demande d'être en open data, la loi RGPD qui nous demande de protéger nos citoyens, de toutes les données de nos citoyens, et puis d'autres lois qui sont liées à la défense, parce qu'on est sur des systèmes qui sont vitaux. S'il n'y a plus d'eau, s'il y avait une attaque terroriste sur un réseau d'eau, ce serait une catastrophe à grande échelle. Donc il faut qu'on arrive à jongler là-dessus. Globalement, tout ce qui ne relève pas du secret industriel pourrait être en open data à la condition que ça ne porte pas préjudice à l'individu, à la donnée personnelle. Donc il y a des discussions régulières entre les services publics de l'eau et autres systèmes avec l'État, avec la CNIL, pour s'interroger sur ce qu'on met en place, etc. L'arrivée du compteur Linky nous a refait nous interroger sur ce dispositif de données. Mais ce sont des questions qu'on se pose. D'accord, c'est en cours en fait. C'est en cours. Après, l'open data, elle était obligatoire depuis le mois de mai de cette année. Voilà. Donc il y a des choses qui sont mises en place. D'accord. Alors, il y a une autre question peut-être pour vous rapide parce qu'il nous reste 1 minute. C'est toujours au niveau de la maîtrise de l'information. Comment les informations autour du numérique peuvent être partagées dans le cadre d'un appel d'offres, pour l'égalité de traitement? Est-ce que vous partagez ces infos qui viennent peut-être d'un autre délégataire lorsque vous remettez en... Alors, ce qui peut se faire, c'est de créer ce qu'on appelle une data room, c'est-à-dire d'anticiper cette mise en concurrence suffisamment en avance, je dirais plusieurs mois, voire quelques années en avance, de façon à récupérer l'ensemble des données, de la stocker dans une data room sous maîtrise du service public, et ensuite le service public, après vérification de la fiabilité des données, bien évidemment, peut les mettre à disponibilité des différents candidats, sous réserve de la protection du secret industriel, une nouvelle fois. Il faut faire attention aussi à ça.
D'accord. Écoutez, merci beaucoup Caroline Lucas-Leblanc et Jean-Luc Salaberry. Nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette web conférence. Donc, si vous avez d'autres interrogations, sachez que VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert. C'est un service qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir une réponse immédiate. Voilà, vous allez recevoir d'ici quelques jours un mail avec le lien vers le replay de cet événement, le support de présentation. Donc, merci encore à vous pour votre écoute et aussi à Laetitia Ligo qui a géré tous les aspects techniques et à nos deux intervenants. Au revoir et à bientôt. Au revoir.